Le film commence avec un cow-boy nommé Buster Scruggs chevauchant son cheval à travers le Wild West isolé. Il ressemble à un joyeux cow-boy chanteur, mais en réalité Buster est le pistolero le plus dangereux de la région et il y a une grosse prime pour sa tête. Pendant son voyage, Buster s'arrête dans un bar pour boire un verre, mais le barman refuse de lui vendre du whisky parce que c'est une boisson interdite réservée au hors-la-loi. Buster essaie d'expliquer qu'il ne devrait pas être jugé sur son apparence soignée et son attitude bavarde car il est aussi un hors-la-loi, mais personne ne le croit. Un cow-boy est même prêt à se battre contre lui. Ce cow-boy finit rapidement par regretter d'avoir sous-estimé son ennemi car Buster est très rapide et sort son arme en quelques secondes pour tirer sur toutes les personnes dans le cantine. Après cela, Buster voyage un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il arrive à Frenkman's Bush, une ville où il n'avait jamais été auparavant. Sa première étape est le bar local où il doit laisser toutes ses armes à la porte pour respecter la politique de non-port d'armes. Plus tard, il rejoint une partie de poker à une table voisine à condition de ramasser les cartes laissées par le joueur qui vient de partir. Malheureusement, lorsque Buster vérifie les cartes, il découvre que le dernier joueur est parti car il avait la fameuse main du mort et refuse de jouer, attirant l'attention des autres joueurs, en particulier de l'effrayant Joe. Pensant être au-dessus des règles, Joe sort son arme cachée pour menacer Buster, mais ce dernier se défend rapidement en donnant un coup de pied dans une planche lâche sur la table pour frapper l'arme et faire tourner son maître, tuant instantanément Joe. Cet incident crée une tension épaisse dans le saloon. Buster commence alors à chanter une chanson qu'il invente sur le moment à propos de Joe, inspirant tout le monde à chanter et à danser ensemble. Leur amusement joyeux est soudainement interrompu par le frère de Joe qui a découvert ce qui s'est passé et défie Buster en duel pour se venger. « Tu as tué mon frère, espèce de salaud. Veux-tu me voir dehors, fer ?» Une fois de plus, Buster prouve qu'il est le pistolero le plus rapide de la région. Après avoir tiré avec expertise sur chacun des doigts de l'homme, il le tue enfin en le regardant dans le miroir juste pour se montrer. « Je t'appelle. » On ne peut jamais être trop prudent. 5 doigts à une balle pièce. C'est difficile d'être sur la gauche mais dans le miroir, être sur la droite. Je n'ai rien à voir avec la balle restante. J'espère que je ne manquerai pas. Rien de trop compliqué. Comme d'habitude, Buster se sent satisfait et confiant quand soudain un autre cow-boy chanteur arrive en ville. C'est le gamin qui défie également Buster en duel. Cette rencontre est encore plus rapide que la précédente. Mais cette fois, c'est Buster qui meurt parce qu'il a enfin trouvé quelqu'un de plus rapide que lui. Un autre jeune homme avec quelque chose à prouver. Tu as besoin d'un compteur. Il a toujours été le grand patron. Je devrais avoir vu ça venir. Alors que son âme quitte le monde mortel, Buster admet qu'il aurait dû voir venir parce qu'on ne peut pas être le grand patron pour toujours et chante même avec le gamin. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, un jeune cow-boy découvre une banque isolée et tente de la voler. Le caissier fait semblant de collaborer et se penche pour attraper l'argent, mais en réalité il se déplace pour tirer ses armes cachées comme distraction avant de s'enfuir. Le cow-boy parvient à esquiver les coups de feu et ne perd pas de temps à attraper l'argent de la caisse. Mais dès qu'il se précipite pour sortir, le caissier ouvre le feu sur lui et l'oblige à se cacher derrière un puits. « Donne-moi la vaisselle. » Le cow-boy tente de riposter mais ses efforts sont vains. Le banquier a couvert son corps de casseroles et de poêles qui reflètent toutes les balles. Grâce à cette protection supplémentaire, le caissier parvient à s'approcher suffisamment pour assommer le cow-boy. Lorsque le cow-boy se réveille des heures plus tard, il se retrouve attaché à un arbre et les mains attachées à la selle de son cheval. Il s'avère qu'un boss avait déjà décidé de sa culpabilité et l'avait condamné à mort. C'est donc l'occasion du cow-boy de dire ces derniers mots. Avant que le cow-boy ne puisse rien dire, ils sont cependant pris en embuscade par un groupe de guerriers comanches qui tuent rapidement tout le boss mais laissent le cow-boy sur son cheval en pensant qu'il serait amusant pour lui de souffrir lentement. Le cow-boy passe quelques heures sur son cheval en essayant de garder l'animal loin du danger et de déclencher sa mort. Finalement, le cow-boy a de la chance et est trouvé par un dor qui le libère en tirant sur la corde et lui permet de monter avec lui pour sa sécurité. Même pas une heure ne passe avant que le cow-boy découvre qu'il n'est pas aussi chanceux qu'il le pensait. Le conducteur est en réalité un voleur de bétail, et quand un autre groupe les trouve, il s'enfuit pendant que le cow-boy est de nouveau arrêté. Quelques instants plus tard, le cow-boy est emmené en ville où il est reconnu coupable par le juge et envoyé à la potence.
En attendant la fin, il se concentre sur une jeune femme dans la foule pour que la dernière chose qu'il voit avant de mourir soit une belle image. Non loin de là, un impresario vieillissant voyage avec Harrison, un jeune homme sans bras ni jambes mais avec une très belle voix qu'il utilise pour réciter des classiques de Shakespeare, Lincoln et d'autres. La charrette dans laquelle il voyage devient une scène à chaque arrêt en ville. Pendant que Harrison récite, l'impresario collecte l'argent du public. Il est aussi chargé de le nourrir, de lui mettre du maquillage et même de l'aider à faire ses besoins. C'est une vie frustrante et triste, et l'impresario se lasse de plus en plus de Harrison chaque jour. Quand il visite des maisons closes, il ne paie même pas une fille pour Harrison. Il le laisse dans la même chambre et le tourne pendant qu'il s'amuse, ce qui signifie que Harrison entend tout. Puis il voyage dans les villages de montagne isolés, moins le public s'intéresse à leurs petits spectacles, et il gagne à peine de l'argent. Un soir, l'impresario remarque que leur audience est minuscule parce qu'une autre charrette attire toute l'attention. La foule acclame un poulet capable de faire des additions et soustractions simples en picorant des chiffres peints. Voyant une opportunité, l'impresario décide d'acheter le poulet et en prend soin autant qu'il le faisait avec Harrison, qui commence à s'inquiéter de ce qui va suivre. Le lendemain, l'impresario arrête la charrette près d'un pont et teste la profondeur de la rivière en dessous en y jetant une grosse pierre. Le résultat est exactement ce dont il a besoin. Quelques instants plus tard, il repart sur la route avec seulement le poulet comme passager, car Harrison a été poussé dans la rivière. En parlant de rivière, il y en a une qui descend d'une montagne où un prospecteur rusé arrive pour chercher de l'or. Au début, il ne trouve que des paillettes, mais en comptant à chaque fois, il suit la trace pour découvrir l'origine. Il installe son camp près de la rivière et survit en pêchant et en volant des œufs dans les nids. Après plusieurs jours à creuser de petits trous, le prospecteur parvient à trianguler la source et commence à creuser plus profondément. Ses calculs sont parfaits et il découvre enfin une grande veine d'or qui va le rendre riche. Mais il n'a pas le temps de fêter ça, un jeune homme qui le suivait s'approche et lui tire dessus. Après avoir roulé une cigarette pour fêter sa victoire, le jeune homme saute dans le trou pour déplacer le corps, mais le prospecteur faisait seulement semblant d'être mort. Il se bat avec l'assaillant pour lui prendre son arme et le tue. Il vérifie ensuite sa blessure et confirme que la balle est ressortie sans toucher d'organe vital. Après avoir bandé la plaie, il finit d'extraire l'or, enterre le jeune homme dans le trou, puis quitte la vallée à cheval avec sa nouvelle fortune. Pendant ce temps, les frères et sœurs Alice et Gilbert ont rejoint une caravane qui traverse la piste de l'Oregon. Gilbert n'est pas vraiment un bon homme d'affaires. Mais il affirme avoir contacté un nouveau partenaire commercial prêt à épouser sa sœur une fois arrivé en Oregon. Avec eux voyage le chien de Gilbert, Président Pierce, que les autres membres de la caravane trouvent extrêmement agaçant à cause de ses aboiements incessants. Peu après le début du voyage, Gilbert est pris d'une violente quinte de toux et meurt, apparemment du choléra. Les chefs de la caravane, Billy et Arthur, aident Alice à l'enterrer après lui avoir demandé si elle souhaite continuer le voyage ou rentrer chez elle. Réalisant qu'elle n'a rien à quoi retourner, Alice accepte de rester avec eux pour tenter sa chance en Oregon. Le lendemain, Alice reçoit encore de mauvaises nouvelles. Le garçon que Gilbert avait engagé pour guider leur chariot affirme qu'on lui avait promis un salaire de $400 et qu'il attend la moitié à mi-chemin. Alice n'a pas d'argent, et si son frère en avait, il était dans son manteau maintenant enterré avec lui. Il est trop tard pour revenir en arrière. Alice demande alors conseil à Arthur et Billy, qui lui expliquent que ce salaire est absurde, bien plus élevé que la normale. Alice pense que c'est encore une erreur de Gilbert, mauvais homme d'affaires, mais Billy soupçonne que le garçon mente. Il lui conseille donc de l'ignorer pour l'instant, et quand ils atteindront le point médian, il essaiera de lui faire avouer la vérité. Comme les plaintes contre Président Pierce continuent, et qu'Alice ne veut pas s'en occuper car ce n'est pas son chien, Billy l'aide aussi à s'en débarrasser en l'emmenant au milieu de la vallée et en lui tirant en l'air pour l'effrayer. Le voyage continue sans encombre, et Alice et Billy partagent du temps ensemble, découvrant qu'ils partagent beaucoup de philosophie. Quand le garçon réclame sa paix, Billy tente de lui parler mais échoue. Il propose alors une alternative à Alice, car il songe depuis un moment à prendre sa retraite de la caravane. Il demande Alice en mariage, afin d'assumer la dette de Gilbert et de construire une vraie famille. Alice est surprise par cette demande, mais elle s'est attachée à Billy aussi et accepte sa proposition. Quelques jours plus tard, Arthur s'inquiète en découvrant des empreintes fraîches et réalise qu'Alice a disparu.
Elle avait entendu président Pierce aboyer contre des chiens de prairie et s'était éloignée plus qu'elle ne le pensait. Arthur la retrouve et essaie de la ramener rapidement, mais ils sont pris en embuscade par un groupe de natifs. Arthur, armé de 2 armes, en donne une à Alice en lui disant de l'utiliser sur elle-même s'il meurt, car être capturé serait pire que la mort. Arthur, excellent tireur, parvient à effrayer les assaillants avec des tirs précis, mais un guerrier le surprend et le fait tomber. Faisant semblant d'être inconscient, Arthur attend que l'homme s'approche et lui tire dessus avant de retourner vers Alice, seulement pour découvrir le pire. Elle pensait qu'il était mort et a utilisé le pistolet comme il le lui avait dit. Après l'avoir couverte avec son manteau, Arthur retourne seul à la caravane avec président Pierce, se demandant comment il va annoncer ça à Billy. Sur une autre route, 5 personnes voyagent en diligence vers Fort Morgan. Après avoir chanté pendant presque tout le trajet, ce qui agace tout le monde, Tigben explique que lui et son partenaire Clarence empruntent souvent cet itinéraire en transportant une cargaison mystérieuse sur le toit du véhicule sans jamais dire ce que c'est. Maintenant que Tigben s'est vaincu, une conversation s'engage entre les voyageurs, poussant le trappeur à parler d'une relation passée avec une femme papa, malgré leur barrière linguistique, car ils pensent que tous les humains partagent les mêmes besoins fondamentaux. Lady Bamen, chrétienne fervente, est choquée par cette idée et rappelle qu'il n'existe que 2 types de personnes, les bonnes et les pécheresses. Cela déclenche une discussion sur la nature humaine à laquelle participe aussi le français René, tandis que Tigben et Clarence préfèrent écouter en silence avec amusement. Quand René questionne la fidélité de Lady Bamen envers son mari malgré des années de séparation, elle devient si outrée qu'elle frôle l'apoplexie. En passant la tête par la fenêtre, René tente de faire arrêter la diligence, en vain. Tigben explique alors que le règlement de la compagnie interdit tout arrêt. Pour apaiser Lady Bamen, Clarence chante une ballade triste qui calme la femme mais fait pleurer Tigben. Intrigué par ces 2 hommes mystérieux, le trappeur leur demande quel est leur métier exact. Tigben révèle qu'ils sont chasseurs de primes. Leur méthode est infaillible, Tigben distrait leur cible avec des histoires pendant que Clarence les frappe rapidement. Tigben avoue même qu'il aime voir leurs victimes mourir car il y a quelque chose de beau dans leurs expressions. Cette révélation glace les 3 autres passagers, désormais terrifiés de ce qui les attend à destination. Quand la diligence arrive enfin à Fort Morgan, Tigben et Clarence récupèrent leur cargaison, qui s'avère être un corps, et entrent dans l'hôtel où tout le monde loge. René, Lady Bamen et le trappeur mettent plus de temps à descendre, méfiants et inquiets. Mais finalement, ils entrent aussi dans l'hôtel et René ferme la porte derrière eux après avoir regardé la diligence partir, réalisant qu'il n'y aura pas d'échappatoire s'ils en ont besoin.